À 3 mois et 1 jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, ce sera le 26 juillet prochain. La pression, l'excitation monte partout en France. La métropole lilloise accueillera les matchs de basketball et de handball au stade Pierre-Mauroy. 52 rencontres de très haut niveau. Le Nord-Pas-de-Calais est une terre olympique depuis très longtemps. Ce n'est pas mon invité d'aujourd'hui qui dira le contraire. Bonjour Jean-Pierre Gilbert. Bonjour à la radio RCF. Vous êtes vice-président du comité départemental olympique du Nord. Alors, première question, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Comment se passent les préparatifs pour ces JO 2024 ici dans le Nord ? Écoutez, ça se passe super bien, je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, on sent qu'il y a un engouement pour ces Jeux Olympiques. On sent le monde sportif effervescent. On sent en fait toutes les institutions traitant du sport ainsi que les territoires, les collectivités territoriales, prêtes à faire que ce grand moment du sport planétaire soit une réussite pour tout le monde, et j'espère que ça se passera super bien. Et du côté de la population, des gens comme vous, comme moi, vous, on se doute que vous êtes à fond dedans, vous vivez JO depuis quelques mois déjà maintenant, mais les gens que vous croisez tous les jours, imaginons à la boulangerie, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont déjà un petit peu dans cette ambiance des JO ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Oui, beaucoup m'en parlent, d'autant plus que, je ne sais pas que tout le monde me connaît, mais sur les coins où je suis bien connu, il y a un engouement certain. On voit que les associations sportives se mobilisent pour essayer de faire en sorte que ce moment des Jeux soit une magie. C'est une magie pour eux, c'est indéniable, et que ce moment soit vraiment un moment qu'on n'oubliera pas. Moi qui suis aussi porteur de flamme, on verra ça peut-être on y reviendra dans un instant, peu plus tard. Je me rends compte que les personnes que je ne connaissais pas forcément me félicitent. Ils me demandent comment ça va se passer. Ils me demandent s'ils peuvent assister à ce passage de la flamme où je serai. Vous voyez, il y a, même si au-delà de la personnalité qu'ils connaissent, je pense que même au-delà de cela, il y a aussi l'envie de participer à ce moment avec l'ensemble des gens de leur entourage, avec les personnages sportifs qu'ils connaissent, de façon à ce que ce soit exceptionnel. Et il y a quand même des questions autour de ces Jeux Olympiques sur l'impact qu'ils vont avoir sur la vie quotidienne, plus à Paris qu'ici dans la région, hein, c'est sûr. Il faut réussir à dépasser un peu cela pour vraiment profiter de la fête cet été ? Je crois qu'en fait, la France n'est pas, sur le fond, la France n'est pas forcément sportive. Je pense que c'est parfois difficile de mobiliser les gens. Même s'il y a un engouement, comme je vous le disais, il y a aussi à certains moments le fait de dire je suis pas tellement intéressé, mais le fait d'apporter des anecdotes, le fait d'en discuter, le fait de les lier à certains événements, ça intéresse les gens, surtout les enfants, mais les plus âgés aussi. Les plus âgés également. Ouais. Et vous parlez de lier les gens, de raccrocher les gens à l'événement. Il y a la flamme olympique qui va passer dans toute la France et notamment dans la région les 2, 3 et 4 juillet. Vous allez porter la flamme le 2 juillet. Et vous disiez il y a un instant que beaucoup de gens vous posent des questions sur comment ça va se passer. Et bien, je vous la pose aussi. Est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer, ce relais ? Je sais comment ça va se passer d'une façon générale, parce que nous avons eu une visio dernièrement avec le COJO qui nous a expliqué ce qu'il attendait de nous, qui nous a expliqué qu'en fait il voulait un moment de magie. Donc effectivement, c'est un moment où on va un peu rentrer dans l'histoire olympique. Le fait d'être porteur de flamme, c'est rentrer dans l'histoire, quoi qu'il en soit. C'est apporter la magie de la flamme. Le feu est toujours un moment exceptionnel. C'est apporter la magie de la vie, la magie en fait de la communion, parce qu'en fait un tas de personnes vont nous rejoindre, vont vouloir être à notre place, veulent nous féliciter, franchir des pas des barrières qu'ils ne pourront pas franchir malheureusement. Mais c'est un grand moment pour tout le monde. Ça représente quoi pour vous, Jean-Pierre Gilbert, de porter cette flamme ? Ça représente en fait ma médaille d'or. C'est-à-dire que c'est un moment de fierté, un moment de sérénité, de paix. Et c'est effectivement le moment où je franchis la ligne d'arrivée en disant
je suis médaillé olympique. Alors bien sûr, c'est un peu différent, mais quoi qu'il en soit, ce moment, je le vivrai intensément et certainement pour le restant de ma vie, ce sera un grand souvenir. Oui, parce que les Jeux Olympiques, c'est vraiment une passion chez vous. Vous êtes un des seuls spécialistes français de l'olympisme. Vous avez écrit 4 ouvrages à ce sujet. Par exemple, Jeux Olympiques, le revers de la médaille en 2008. Toutes les anecdotes qu'on ne connaît pas sur les Jeux Olympiques d'été. Ou également, Jeux en Nord-Pas-de-Calais, histoire des médaillés olympiques. C'était en 2016. C'est sorti juste avant les Jeux de Rio. À l'époque, vous recensiez 140 nordistes médaillés. 2 Olympiades plus tard, combien sont-ils de nordistes médaillés? Est-ce que vous avez une idée? Oui, alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai écrit 4 ouvrages, 5 même, oui, non, 4, pardon, excusez-moi, sur les Jeux, l'un sur les Jeux Olympiques d'hiver, l'un sur les Jeux Olympiques d'été, un autre, comme vous disiez, sur les médaillés. Et donc un dernier actuellement sur le plus grand archer mondial de tous les temps, qui était belge, qui s'appelle Hubert Van Is. Alors, effectivement, il y a énormément de médaillés du Nord-Pas-de-Calais. J'en recensais effectivement en 2016, oui. Le nombre que vous avez donné, à peu près 140. Il y en a aujourd'hui un peu plus. Le chiffre exact, je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas vous le donner, tout simplement parce qu'en fait, il y a des zones d'ombre encore dans les médaillés olympiques du département, surtout en 1900 pour le water polo, parce qu'en fait, on a eu l'équipe de Lille, les pupilles de Lille ont eu une médaille, enfin, ont eu chacun une médaille de. Alors j'ai lu que c'était Tourcoing, qui est l'équipe de Tourcoing. Alors l'équipe de Tourcoing, les enfants de Neptune de Tourcoing ont été médaillés, eux, à partir de 1924. Ah oui, c'est pas la même année. Et puis en plus, c'est pas la même équipe. Parce que d'un côté, les pupilles de Lille, de l'autre côté, les enfants de Neptune de Tourcoing. Lille, c'est 1900. C'est-à-dire que l'équipe des pupilles de Lille est médaillée de bronze en 1900. Et donc, avec un nombre qu'on chiffre aujourd'hui entre 7 et 12. Et vous cherchez encore des noms? Je cherche encore des noms, oui. Alors, ça s'est éclairci dernièrement, où j'ai pu aller trouver des prénoms, donc j'ai pu mettre des noms, mais il m'en manque encore. Ça, c'est sûr que quelque part, les archives ne sont pas complètes, et c'est parfois... Il y a une confusion, parce qu'en fait, il y avait 2 équipes des enfants des pupilles de Lille, 2 équipes de polo, et pour la finale, il y a eu un mixage des 2 équipes. Déjà, il faut retrouver la composition de la finale. Effectivement. Et Jean-Pierre Guilbert, pour retrouver toutes ces informations, comment est-ce que vous faites? Sur quel document vous vous basez? Alors, je veux dire, c'est un travail de fourmi. On commence par Wikipédia, généralement, qui n'est pas une source fiable à 100%. C'est la face émergée de l'iceberg, un peu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ensuite, il y a les archives départementales, donc il faut aller fouiller. Ensuite, il y a les témoignages. Ensuite, il y a les cimetières. Ensuite, il y a les matricules militaires. Donc, c'est un temps fou qu'on passe dans les divers organismes ou dans les divers lieux pour essayer de trouver des documents, pour essayer de trouver des traces, pour essayer de trouver des choses qui vont vous aider à déterminer en fait les médaillés ou les participants aux Jeux Olympiques nordistes. Vous écoutez toujours RCF Hauts-de-France dans ce 18-19. Mon invité est Jean-Pierre Guilbert, historien des Jeux Olympiques, originaire de Saint-Amand dans le Nord. Jean-Pierre Guilbert, qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce sujet des Jeux Olympiques? C'est les Jeux comme événement en tant que tel, ou c'est l'histoire des sportifs que vous cherchez, que vous essayez de retracer? Je vais avouer que quelque part, la première chose qui m'a interpellé, c'est l'olympisme. C'est-à-dire que c'est cet événement planétaire, le premier événement planétaire, aujourd'hui, devant la Coupe du Monde de football. Un moment magique, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on retrouve ce jour-là, ou pendant cette période-là, c'est-à-dire les 15 jours des Jeux, maintenant, des moments d'exception. Des moments sportifs, bien sûr, des moments de fraternité, des moments d'humanité, des moments en fait où chaque athlète se rencontre pour faire en sorte que la paix soit plus présente chez nous,
On n'a pas de trêve comme dans les Jeux antiques, mais bon, malheureusement, on fait avec. Mais je pense que ce moment qui se déroule tous les 4 ans est un moment d'exception et je pense qu'il faut le respecter au maximum et pouvoir aller dans son sens. Et quel regard vous portez un petit peu sur les tensions internationales autour des JO qu'on a en ce moment? C'est pas nouveau, vous allez me dire qu'il y a des tensions internationales autour des Jeux Olympiques, mais vous le comprenez ou vous le regrettez? Je regrette bien sûr, c'est bien dommage qu'on ait des tensions comme ça. Les boycotts existent depuis longtemps, puisqu'en fait le premier boycott a eu lieu lors des premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896. Je ne sais pas si vous savez, mais quelque part, le premier boycott a été celui de l'Empire ottoman, qui n'est pas venu en Grèce avec les conflits que l'Empire ottoman et la Grèce avaient à cette époque concernant en fait le problème des frontières. Donc vous voyez que les boycotts remontent depuis très très loin. Aujourd'hui en fait, comme je vous disais, il n'y a pas de trêve pendant les périodes de combat. Ça n'a pas eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, ça n'a pas eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui en fait, les boycotts continuent et les conflits continuent. Alors le regard que j'ai, c'est de pouvoir dire que quelque part, je regrette bien sûr qu'il y ait ces tensions, je regrette que quelque part en fait un Israélien ne puisse pas combattre en judo par exemple contre un Iranien ou contre un Syrien, parce que en fait il y a cette volonté religieuse de ne pas s'affronter et de ne pas se toucher à la limite. Mais c'est bien dommage, le sport je crois évite tous les clivages. Et on devrait passer outre. Mais bon, après, je ne suis pas là je ne suis pas un politique, je suis un sportif. Donc, et en tant que sportif, Jean-Pierre Guilbert, vous essayez, vous le dites, de transmettre l'esprit olympique via votre travail pour les générations futures. Qu'est-ce que c'est pour vous cet esprit olympique que vous essayez de transmettre? Cet esprit olympique, c'est la transmission en fait des valeurs olympiques. Les 3 valeurs cardinales de l'olympisme, c'est l'excellence, l'amitié et le respect. Déjà, quand on respecte ces trois vertus, ces 3 valeurs, on se dit que ça serait exceptionnel si tous les gens le respectaient. Parce qu'en fait, l'excellence, qui est la première des vertus, ou la première des valeurs, l'excellence, je pense que quelque part, on ne la considère pas dans sa juste étymologie. C'est-à-dire que quelque part, l'excellence, c'est pas être le plus beau, être le meilleur, être le plus fort. Ça n'a rien à voir avec ça. L'excellence, c'est se fixer un but et l'atteindre le plus rapidement possible. C'est le dépassement de soi, quelque part? C'est le dépassement de soi, mais effectivement, pour essayer, je vous dis, d'atteindre son objectif. Et vous avez été également prof de PS. Oui, tout à fait. C'est aussi des valeurs que vous avez essayé de transmettre à vos élèves? Bien sûr, et ce sont des valeurs que je transmets tous les jours pratiquement, parce qu'en fait, j'interviens énormément dans les établissements scolaires. Je suis intervenu cette année dans les établissements pénitentiaires pour justement porter ces valeurs et pour expliquer que quelque part, en fait, quand on prend en considération les trois valeurs que je viens de vous donner, qu'on y ajoute d'autres valeurs, la citoyenneté, la fraternité, ou le vivre ensemble, la persévérance, toutes ces choses qui vont faire qu'un individu va être meilleur dans ses démarches, meilleur dans sa vie, et en respectant en fait, en se respectant soi-même d'abord. Parce qu'en fait, pour atteindre ces valeurs et pouvoir les dispenser d'une excellente façon, il faut vraiment d'abord se respecter. Et on entend souvent que les plus jeunes d'entre nous sont plus sédentaires, voire fainéants, parfois qu'ils sont plus violents, qu'ils respectent moins ces valeurs que vous nous donnez. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, qu'on a un petit peu perdu ces valeurs que voulait transmettre l'olympisme? C'est sûr qu'on les a perdues. C'est sûr que, comme vous dites, les enfants, les ados sont plus sédentaires. Aujourd'hui, on est plus facilement devant une plaquette ou devant son téléphone portable que sur un stade.
où on va, je sais pas moi, faire de l'athlétisme, on va faire 400 ou 800 ou 1500 mètres comme ça à se dépenser. On va faire un peu de jogging ou du jogging sur 5 ou 10 km. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou alors on va faire du vélo, ou alors on va à la piscine faire de la natation. C'est vrai que ça se conçoit difficilement lorsqu'on a accès très facilement à des écrans. Vous espérez que les JO à Paris cet été vont participer justement à redonner goût au sport à nos concitoyens? Ils sont là pour ça et j'espère que le nombre de médailles aidera les enfants, les ados, les adultes à revenir vers les stades ou vers les établissements sportifs, quoi. Alors le département du Nord a donné 109 médailles olympiques à la France, le Pas-de-Calais 43. J'avais une petite question pour vous, parce que ici sur RCF, nous sommes une radio régionale. Vous ne vous êtes pas encore penché sur les sportifs picards? Si, je me suis penché sur l'ensemble des sportifs des Hauts-de-France. Et donc, j'ai pratiquement fini mon ouvrage là-dessus. Donc ça, c'est votre prochain livre qui va sortir? Un de mes prochains livres, oui. Et donc, c'est donc... Il y a un autre ouvrage qui est en construction aussi, c'est... Vous êtes à la recherche de tous les sportifs du Nord, cette fois, juste le département, qui, depuis 1896, ont participé, que ça soit chez les Valides ou chez les Paras, aux Jeux Olympiques. Et vous êtes encore à la recherche de quelques noms, de quelques informations. Tout à fait. Alors oui, j'essaie de faire un glossaire de l'ensemble des sportifs du département du Nord, les personnes nées dans le département et où la carrière sportive, grosse carrière dans le Nord, c'est essentiellement déroulé dans le département du Nord, pour essayer pour compléter en fait l'action que j'ai menée sur le troisième de mes ouvrages. Effectivement, dernièrement, j'ai trouvé les 3 derniers gymnastes qui me manquaient, qui ont été médaillés de bronze en 1920 à Anvers. Et là, je suis à la recherche du barreur, du quai de pointe du cercle nautique d'aviron de Roubaix, qui a été champion olympique en 1900, à l'époque où en fait les équipes étaient faites de façon associative et non pas de façon nationale, comme elles le sont maintenant. Et donc, j'ai bien le nom de ce barreur, il s'appelle Deleu, D-E-L-E-U, mais je n'arrive pas à trouver son prénom. Et donc on lance un appel à nos auditeurs. Si vous connaissez, si vous avez dans votre famille, dans vos amis, l'histoire d'un Deleu qui aurait été barreur au JO de 1900, c'est bien ça? Et médaille d'or. Et médaille d'or, surtout champion olympique. Où est-ce qu'on peut vous faire parvenir des informations? Sur mon portable, éventuellement. Ce serait plus facile. Donc, je peux vous le donner, je n'ai pas de souci. Donc 06 21 72 47 14. Jean-Pierre Guilbert, on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur RCF Hauts-de-France. Dernière petite question rapidement, vous allez aller voir des épreuves cet été? Tout à fait, je vais aller à Lille, bien sûr, voir les épreuves de basket et de handball. C'est laquelle votre épreuve olympique préférée? Écoutez, sincèrement, j'ai du mal à choisir. Je les aime toutes parce que je suis passionné autant du trampoline, du BMX ou du basket ou de l'athlé. Alors bien sûr, l'athlé, c'est un regard exceptionnel parce qu'en fait, c'est l'une des épreuves reines des Jeux. Mais j'avoue que je suis autant passionné par comme je vous le disais, par le trampoline ou toute épreuve en fait olympique. Merci beaucoup Jean-Pierre Guilbert d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs.